Bonjour Jean-Mad. Bonjour, comment je t'appelle? Ah ben je sais pas, tu as le choix, Jean-Yves, Petit Oui. Bonhomme ou Zébulon? D'accord, eh ben bonjour Jean-Yves, curieux petit bonhomme qui ressemble à Zébulon. Moi je suis content d'être là parce que tu m'accueilles dans ton antre magique. On est sur la péniche, tu peux me présenter ce lieu? Métamorphosis, c'est beaucoup de choses, c'est un bateau qui rappelle tout ce qui est donc ambulant, tout ce qui est déambulatoire. C'est un théâtre qui est sur l'eau. L'eau, c'est quelque chose de mystérieux, d'apaisant, c'est quelque chose un petit peu fantomatique comme ça. Donc déjà, le simple fait d'être sur un bateau, ça n'est pas comme quand on pousse la porte d'une salle de spectacle conventionnelle. C'est un endroit déjà particulier. On peut se désaltérer, on peut manger, on peut faire bombance, on peut faire festin. Et puis on descend quelques marches, et là, dans le ventre de la péniche, dans sa cale, on découvre un véritable théâtre baroque qui a été refait pratiquement à l'identique des théâtres forains. Il faut dire que tu as vraiment une passion pour tout ce qui était théâtre forain. Oui, c'est simple, j'ai à la fois une immense passion, en même temps une reconnaissance totale, parce que il faut bien savoir que si on reprend l'histoire de la magie, Pinetti a été un magicien forain ambulant. Robert Houdin, c'est parce qu'il a rencontré dans ses écrits, même si c'est pas tout à fait vrai, un magicien ambulant qui l'a emmené avec lui dans sa roulotte. Houdini a commencé dans les sideshows, dans les parcs d'attractions de Brooklyn et d'Atlantic City. Donc la tradition foraine est extrêmement ancrée au niveau de la magie. La moindre des choses, c'est de les saluer, c'est de leur dire merci. Ils ont ouvert énormément la voie à quantité de magiciens qui ont commencé comme ça, ou qui, au contraire, ont concrétisé leur carrière, ont trouvé le firmament sur des grands champs forains. Moi, le monde forain me fascinait et je ne connaissais que le monde circassien, les cirques, ou quelques forains qui restaient. Il y avait encore, il y a très peu d'années, il y avait Horitz, qui avait un théâtre forain qui circulait surtout dans le milieu méditerranéen. Malheureusement, ils ne sont plus, mais il n'y a plus de théâtre de magie à la Foire du Trône, ni à la Foire de Pain d'Épices, mais bon. Mais j'avais encore présent, moi, cette culture, et je voulais remettre sur les routes un théâtre de magie. Et puis, Chantal, qui est ma fée, qui est la dame qui permet d'abord d'être l'homme que je suis et d'être le magicien que je suis, elle a une passion pour les bateaux. Quand nous nous sommes rencontrés, nous avons échangé nos idées, et elle m'a dit, moi cette idée elle me plaît, mais pourquoi ne la ferait-on pas dans une péniche? Et voilà comment les choses ont commencé. C'est-à-dire qu'on a eu l'idée de faire un théâtre forain sur un bateau. Et on est à Paris et face à nous il y a Notre-Dame. Alors on est face à Notre-Dame, le symbole des bateleurs, le Pont-Neuf, là où tous les métiers, les jongleurs, les escamoteurs se produisaient. Donc on est vraiment au fief de l'histoire de la magie et des théâtres forains. Donc ça fait 20 saisons qu'ici, tu présentes des spectacles. Tous les soirs. Des spectacles qui sont très ancrés justement sur le patrimoine magique. On a arrêté de compter, mais je crois qu'on est au 10 ou 12e spectacle différent, qui reprend toujours des grands numéros du passé. On s'attache à retrouver, si possible, les costumes, les musiques, les décors, d'après des documents photos, d'après des écrits. On essaye de recréer des grands numéros que faisaient les illusionnistes autrefois. On a, maintenant c'est redevenu à la mode et très bien, on a ressorti la cabine spirit comme le faisaient les frères Davenport à une époque où c'était un petit peu du passé. On a remis le siège de Buatier de Colta, le cornet aux fleurs, qui étaient vraiment les grands tours de Buatier de Colta, bon, qui faisaient partie des spectacles de Métamorphosis dès le début. On fait le fusilier vivant, comme le faisait Calanag, comme le faisait Harold, comme le faisait Clément de Lyon, tous ces gens-là. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui n'ont pas vu ça. Il y a encore quelques traces cinématographiques ou des photos, mais malheureusement il n'y a pas de vidéo, on ne voit pas ces choses-là à la télévision. En venant au théâtre Métamorphosis, on essaye d'expliquer à quel point les anciens avaient des idées et avaient du talent. Donc on essaye de faire revivre ce patrimoine, mais
magnifique qu'il faut préserver par toutes les forces possibles. Il y a une ignorance certaine, mais qui vient de notre faute. Et c'est la raison pour laquelle, pour la 3e fois, nous organisons des soirées afin de mettre à l'honneur, en évidence, des magiciens qui sont, mais c'est même pas oublié, c'est des magiciens, étant donné qu'ils ne fréquentaient pas les congrès et qu'on ne les trouvait pas dans les magasins de magie, le petit monde de la magie les ignorait complètement. La première soirée, on a mis en évidence un monsieur qui s'appelle Dominique. Peut-être le plus grand pickpocket de tous les temps, en tout cas à l'égal avec Bora, avec une approche et des techniques différentes. La moitié des magiciens ne le connaissaient pas. Pourquoi? Mais parce que ce monsieur a passé sa vie dans les music halls et les casinos à Las Vegas. Quand il était à Paris, c'était à l'Olympia ou au Lido. Les magiciens qui ne faisaient pas l'effort d'aller le voir ne pouvaient pas le découvrir. Et il y en a quantité comme ça. L'année dernière, nous avons honoré Carrington, Higolène, René Septembre. Tous ces artistes-là voyageaient dans le monde entier. Tous ces artistes-là étaient sans arrêt en permanence en tournée. Donc c'est certain que ce n'était pas à la réunion de la FAB du lundi qu'on allait les trouver. Donc j'essaye d'expliquer à quel point, d'abord, première chose, c'était avant tout des artistes. Ce n'étaient pas des faiseurs de tours. C'était des artistes, des gens qui savaient captiver un public, qui savaient déclencher des applaudissements, des envies, qui étaient aussi bien quémandées par les impresariés et les directeurs et complètement reconnus par le public. C'est ça le spectacle. Le spectacle, jusqu'à nouvel ordre, ou alors j'ai rien compris, c'est un artiste qui essaye de procurer du bonheur à un public. C'est simplement ça. C'est modestement ce qu'on essaye de faire ici. La prochaine soirée, c'est essentiellement pour ça que nous sommes ensemble, aura lieu le 11 septembre. Oui. C'est une soirée dédiée aux magiciens de cirque. Tu appelles d'ailleurs cette soirée les magiciens font leur cirque. L'occasion pour moi de rappeler peut-être tes débuts. Tu es un magicien de cirque au départ. Tu as tourné dans pas mal de cirques et notamment tu as travaillé pour le cirque Pandair. J'ai commencé chez Alrex, qui est un grand magicien français que l'on va honorer le 11 septembre. Ensuite, je suis parti au cirque Regerson. J'ai travaillé au cirque Rancy. J'ai travaillé au cirque Krone en Allemagne. J'ai travaillé pour le cirque Pandair au RTF. À l'époque, c'était un grand cirque. J'ai effectivement une carrière circassienne et surtout, j'ai appris ce que c'était que la vie du spectacle. Au cirque, il n'y a pas de vedette. La vedette, c'est le cirque. Au cirque, on n'est pas malade. Au cirque, on ne fait pas grève. Au cirque, on n'a pas de problème. Les problèmes, on les laisse à la porte de la caravane. On est là pour donner du merveilleux aux gens. C'est une école fantastique, le cirque. Pourquoi j'ai appelé « Les magiciens font leur cirque » ? Parce qu'évidemment, il eût été facile de parler des grands spécialistes, ceux qui ont décidé de faire toute une carrière au cirque. Oui, parce que forcément, moi je pense à des gens comme Bianco. Dans un autre genre, je pense à De la Vega d'une façon plus récente. Complètement. Et effectivement, et tu le dis dans le programme, tu dis qu'il aurait été peut-être assez simple d'évoquer ces gens-là et tu as voulu mettre la lumière sur des gens un peu plus, plus méconnus du magique et du public. Qui ont fait une carrière extraordinaire et dont on ignore complètement que cette carrière a traversé le monde du cirque. Parce qu'évidemment, on pouvait parler de Mireldo, de Recroix, de Cefalo. Bon, aucun problème. Ces gens ont fait leur carrière entière au cirque. Là, pourquoi c'est intéressant ? Alrex, il commence par faire des tournées dans tout l'ouest de la France, dans les salles de spectacle. Ensuite, il est le premier à utiliser le premier chapiteau gonflable en Europe. Quelque chose de révolutionnaire. Un chapiteau où il n'y a pas un mât, pas un poteau, visibilité totale. Ensuite, nous avons Schmoll. Schmoll qui a travaillé dans un tas de cirques. Le cirque Francini, le cirque Spirou avec Jean Nohain, qui a travaillé à la Vallée des Peaux-Rouges pendant des années, mais qui a fait aussi une carrière au musical, au cabaret, en tournée dans les galas. On ignore qu'il a travaillé au cirque. Danny Ray, présentateur pendant des années du cirque Medrano, le grand cirque Medrano, et du cirque Rancy, et qui a présenté des artistes incroyables, comme par exemple Carlos, l'inventeur du numéro de ballon. Aujourd'hui, tout le monde tripote des baudruches,
Mais il y a eu quelqu'un qui a eu l'idée d'en faire un grand numéro, c'était Señor Carlos. J'ai des documents de Daniré avec Carlos, au cirque Medrano. Daniré qui a présenté Fraxon, le grand magicien Fraxon. Voilà des magiciens qui ont eu un passage par la piste du cirque, donc une approche complètement différente de la magie, parce qu'on sait très bien qu'au milieu du cercle enchanté, eh bien, ça n'est pas du tout la même manière de travailler que sur une scène. Vous allez également évoquer, je vois, Bill Carlson. Alors Bill Carlson, c'est Jean Schmoll. Jean Schmoll utilisait quantité de noms dans ses spectacles, parce qu'aussitôt après la guerre, il était de bon ton d'avoir des noms à consonance américaine, parce que n'oublions pas que les Américains ont libéré la France, et donc d'avoir un nom américain sur une affiche, on avait envie d'aller applaudir ce nom-là parce qu'il était libérateur. C'est pour ça que Carrington, qui s'appelait en fait Joseph Buot, c'est pour ça que André Huette s'est fait appeler Alrex. Schmoll, c'est son vrai nom. Et d'ailleurs, il signait toujours avec une élégance qui le caractérise, l'ami Schmoll. Donc il aimait beaucoup ce jeu de mots. Voilà. Mais Schmoll, c'est son vrai nom, parfait. Mais il s'est appelé Jean Serval, il s'est appelé Bill Carlson. Pourquoi Bill Carlson? Parce qu'il faisait un numéro de tir à la carabine, qui n'était pas truqué. Il le présentait habillé en cow-boy. Le western, à l'époque, avait un large crédit auprès du public. Jean Richard s'y est pas trompé quand il a engagé la vallée des Peaux-Rouges. Donc Bill Carlson, numéro de tir, extraordinaire, sans trucage, sur cible vivante, des spectateurs, prise de risque 100%. Non seulement il fallait qu'il soit adroit, mais il ne fallait pas que le spectateur bouge. Comme dans toutes ces soirées, vous allez présenter des documents, certains assez rares. Tu as également des invités. Tu peux un peu me dire, sans révéler totalement le déroulement de la soirée, sans garder la surprise, quels sont ces documents ou certains de ces documents, les gens présents ce soir-là? Les soirées sur Métamorphosis, invariablement, se déroulent de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un dîner où on mélange tout le monde, où les gens qui sont à l'honneur ont l'occasion de revoir des gens qu'ils ont vus depuis très longtemps, ou qu'ils ne connaissaient pas. Ce petit monde ripaille ensemble et devise, bavarde. Ensuite, on descend dans le théâtre, et là, chaque artiste est mis à l'honneur de deux manières. D'abord, un diaporama, avec des documents, la quasi-totalité des documents m'appartiennent. Et d'autres documents qui me sont aimablement fournis par les familles, ce qui permet de présenter des choses extrêmement intimes, extrêmement personnelles. Et ensuite, bien évidemment, il y a colloque, c'est-à-dire que les invités répondent aux questions qui leur seront posées. Ça permet des échanges, des dialogues, ça permet de mettre en lumière. Par exemple, c'est un scoop que je te donne. On va expliquer pour la première fois la vraie source du tour du coton avalé et de la fumée. Pourquoi j'en connais les vraies sources? Parce que Alrex me les a racontées. Et après, on pourra effectivement parler Schmoll, Yanko, Moxa, qui était un grand magicien breton. On pourra parler d'un tas de gens qui faisaient magnifiquement ce tour. D'où il vient ce tour? Voilà, on en parlera. Les invités? Il y aura la fille et le gendre d'Alrex qui continuent le métier, qui ont, après avoir travaillé avec Alrex, ont monté un numéro de patin à roulettes fabuleux, qui a travaillé dans les plus grands cirques du monde. Il faut savoir que Michel Pilar, le gendre d'Alrex, est le fils d'une grande famille foraine qui faisait ce qui s'appelle le mur de la mort, une attraction qu'on ne voit plus, beaucoup plus dangereuse que la sphère de la mort, parce que c'était un mur, on tournait, et si jamais arrivé en haut il y avait un problème avec la moto, la chute était définitive. Qu'est-ce qui fait que ce sont des magiciens par? Tu l'as évoqué tout à l'heure, hein, tu as dit qu'effectivement, voilà, il y a une prise de risque maximum parce que d'abord le public est autour. Enfin, ce sont des magiciens très, très à part pour moi. Les magiciens qui ont fait carrière au cirque sont des artistes qui ont su déjà ne pas être gênés par le fait d'être dans une vision à 360 degrés. Le cercle total. On est au milieu, tous les yeux convergent vers vous. Ensuite, il n'y a pas les lumières du music hall au cirque.
La lumière, en règle générale, en tout cas c'était le cas dans ces années-là, était crue. On ne pouvait pas tricher avec les lumières. Il fallait des effets qui soient extrêmement visuels. Parce que quand vous travaillez dans un chapiteau de 5000 places, il faut que ça se voit. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut travailler avec des gros accessoires. Léon Alrex travaillait avec des cigarettes, des boules et des fleurs. Magnifiquement, tout le monde voyait. Mais il faut savoir mettre en valeur 10 fois plus que sur une scène l'objet, puisqu'il n'y a rien qui vous aidera. Il y a vous, point. En plus, ça rentre dans une lignée de numéros. On a vu des acrobates, des jongleurs, des fauves, des animaux. Donc le magicien va s'approprier tout ça. Il va déployer de l'adresse, ça va être un manipulateur. Johnny Hart, qui a travaillé aussi bien au musical qu'au cirque, fait des back and front. En plein milieu de piste, on voit rien. C'était le cas de Fraxon aussi. Les animaux. Le cirque est né avec le cheval. Le cirque ensuite a intégré le rire avec les augustes, les paillasses, ensuite les acrobates. Ensuite, on a montré d'autres animaux. C'était l'occasion, puisqu'il n'y avait pas ce qu'on a aujourd'hui. On pouvait voir que des animaux exotiques, féroces, des animaux d'Afrique, d'Asie, qu'au cirque. C'était le seul endroit. Parce que, à part quelques zoos qui étaient dans les très grandes villes, dans le pays tout entier, c'était la seule façon qu'on pouvait voir un animal particulier, une girafe, un rhinocéros, des chameaux. Tout ça faisait partie de la ménagerie du cirque. Donc les magiciens se sont servis de tout ça, de tous ces animaux-là. Il ne faut pas oublier que Kyo est un homme du cirque. Il est le premier à avoir transformé une femme en lion. Tu as évoqué les animaux, les jongleurs, les clowns. Les jongleurs, les clowns, les animaux sont toujours présents dans le cirque d'aujourd'hui. Bien sûr. Les magiciens ne sont plus présents. Très peu. J'aimerais un peu avoir ta réaction par rapport à ça. Je suppose que tu le déplores, mais... mais totalement. Est-ce qu'il y a des noms? Oui, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Il y a un très très bon pickpocket en Scandinavie qui s'appelle Queen, qui travaille essentiellement en cirque, qui est une vedette, comme l'était Bora, comme l'était Dominique. Dominique a travaillé au cirque aussi. Il y a encore quelques numéros qui travaillent au cirque. Le danger, on a confondu, et c'est une grave erreur, on a confondu grande illusion, c'est-à-dire gros matériel, automatiquement associé à cirque. Ce qui a donné la chose suivante, c'est que des artistes du cirque, avec leur propre discipline, leur propre culture du cirque, ont acheté des appareils et ont monté des numéros de grandes illusions. Ce ne sont pas des magiciens. Ce sont des gens qui travaillent avec des boîtes. Ils n'ont pas l'esprit, ils n'ont pas la vis magique, comme on a la vis comica pour le clown. Ils n'ont pas cette approche du détournement d'attention. Ils n'ont pas mis des années à travailler avec un objet pour qu'on ne le voit plus dans la main. On est allé au facile. On a une boîte, elle est vide, toc, on la ferme, elle est pleine. Ça n'est pas de la magie. La magie du cirque ne devrait pas être ça. Potassi, qui faisait les lames de rasoir et les foulards, a été le présentateur officiel du cirque de Moscou pendant des années. Il faisait devant 5000 personnes les lames de rasoir au milieu de la piste. Tout le monde voyait. C'est ça, la magie du cirque. Ça revient à quoi? Ça revient que c'est très bien d'avoir du matériel. Ça n'est pas parce que vous avez des trapèzes que vous êtes un bon voltigeur. Ça n'est pas parce que vous avez des beaux chevaux que vous êtes un bon écuyer. Ça n'est pas parce que vous avez acheté des massues que vous êtes un grand jongleur. Et ça n'est pas parce que vous achèterez des boîtes que vous êtes un magicien. Dans tout ce qu'on vient d'évoquer, il y a un dénominateur commun. Il n'y a pas encore de magasin qui le vend, ça s'appelle le talent. Bravo, bravo Jean-Mal, bravo. Qui est cette dame-là qui vient s'inviter à notre table? C'est le clown Choupinet. Clown Choupinet, tu es qui? Moi, je suis la femme de Jean-Mal. C'est Jean-Mad. Tu es Chantal? Oui. C'est bien ce qu'il dit. Ah, c'est extraordinaire. C'est vrai. Oui. C'est très beau, c'est très bien. Très bien. Bon, je repars, excusez-moi. Tu as cité pas mal de magiciens, tu as cité pas mal d'illusions, de tours. Toi, si tu devais citer le magicien de cirque, J'en mettrai 3 sur le même pied d'égalité. Et comme je suis chauvin, ce sera forcément 3 Français.
Yanko, l'homme des mille et une nuits, l'homme des costumes, l'homme qui transporte avec lui un véritable univers. Pourquoi Yanko était courtisé, sollicité par tous les grands cirques? Parce que quand on avait Yanko, on n'avait plus besoin de savoir comment on ferait le final du cirque. Il était le final du cirque. Par le déploiement de ses costumes, des richesses du matériel, par les illusions qu'il proposait, c'était l'aboutissement logique, normal, de la fin du spectacle, parce qu'en plus, Yanko utilisait tous les gens qui travaillaient au cirque à l'intérieur de son numéro. Donc il y avait une richesse énorme. Il sortait, mais ce n'était pas quelques foulards, il inondait la piste du cirque. Il savait aussi mettre à l'intérieur des tours de moindre importance qu'il faisait avec un talent. Le coton et la fumée, les plumées, les anneaux chinois. Il faisait ça superbement bien. On peut faire une parenthèse d'exception pour un magicien qui n'est pas français, qui a fait une énorme carrière au cirque et qui était une star, Cefalo. Cefalo a travaillé sur les plus grandes pistes du monde. C'était une vedette. Les gens venaient voir Cefalo. Reprenons simplement la filière française. Mireldo, avec sa chirurgie diabolique, il avait combiné le poignard dans le bras, la tête au couteau, la crémation, la femme sciée, le chaudron diabolique, des illusions qui faisaient peur. Il amenait un peu l'inquiétude, l'effroi. Alors, c'était pas des acrobates qui faisaient des choses dangereuses, mais d'un seul coup, cet homme qui avait un regard comme ça un petit peu, c'était un petit peu le diable, Mireldo. Il avait amené dans la piste une façon de travailler qui était extrêmement intéressante. De la Vega, la Malle des Indes de la Vega. Alors vous me direz, c'est une boîte. Non. La Malle des Indes de la Vega, c'est un moment où le temps est suspendu. D'un seul coup, pendant quelques secondes, vous êtes devant un vrai miracle. Le chapiteau se tait, et d'ailleurs, de la Vega avait un problème. C'était tellement extraordinaire que les gens oubliaient d'applaudir. Et c'est la raison pour laquelle, après, il faisait un tour qui était un truc marrant, pour que les gens réagissent, se réveillent. Voilà des artistes de cirque. Si tu devais avoir un mot de conclusion sur cette soirée, sur la conversation qu'on vient d'avoir ensemble. C'est simple. Le cirque est le royaume des enfants. La magie, pour beaucoup, sont en train de perdre les enfants. Le nombre de magiciens que j'entends dire « Oh non, non, moi je ne travaille pas pour les enfants, c'est difficile, les enfants, ça ne comprend rien. » Erreur. Les enfants sont l'avenir du spectacle. Si on ne les prépare pas, ils n'iront plus jamais voir des choses. Le cirque, c'est par définition le lieu où les enfants viennent. Les parents amènent les enfants au cirque. C'est la récompense. S'il n'y a pas de magicien au cirque, on va mourir.